Les attaques terroristes au Sahel se multiplient ces dernières semaines. Au Burkina Faso, il y a eu, il y a quelques jours, donc, une attaque terroriste qui a coûté la vie à près de 200 personnes. Il s'agit de la plus importante depuis 2015, selon les autorités. Il a été enregistré également des attaques au sud-ouest du Nigeria, mais également en Côte d'Ivoire. Comment expliquer ce regain de violence en même temps dans cette région dite des Trois Frontières? Nous allons analyser la situation en compagnie de nos invités. Nous aurons Siaka Koulibaly, qui est politologue en ligne du Burkina Faso, mais également Bouye Cissé, membre du Conseil national de transition, représentant de la diaspora malienne au sein de l'organe de transition. Bouye Cissé, bonsoir. Bonsoir, vas-y. Thiambel Guimbaera, qui est un habitué de ce plateau, directeur de publication de La Voix du Mali, analyste politique. Thiambel Guimbaera, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Nous avons donc la situation au Burkina Faso qui nous interpelle et c'est l'occasion d'exprimer notre compassion au peuple burkinabé. Et l'on commencera par vous, Siaka Koulibaly. Comment expliquer ce regain de violence dans le pays après, pas une accalmie, mais après une accalmie relative, vu les dispositions qui avaient été prises par le gouvernement. Bouye Cissé, le Mali est dans la zone dite des Trois Frontières. On sait que la coopération militaire a été suspendue pour l'instant. Les opérations militaires conjointes ont été suspendues par la France pour des raisons que l'on sait, pour protester contre le coup de force qui a été perpétré. Est-ce que ça ne va pas pénaliser davantage l'armée malienne, puisqu'il a été enregistré notamment ce lundi une attaque terroriste à la frontière avec la Côte d'Ivoire? Effectivement, je pense que... Alors, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais depuis la suspension des opérations conjointes entre Barkhane et les forces maliennes, on a eu ces attaques-là dans la zone des Trois Frontières. Ce matin, nous savons aussi qu'il y a eu une attaque à la frontière de la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais malheureusement, encore un décompte macabre de plus dans cette zone dite des Trois Frontières. Mais il est temps qu'on arrête de compter sur la France. Il est temps que les États du Sahel, enfin, travaillent. Et on attend depuis 5-6 ans la montée en puissance des forces conjointes du G5 du Sahel, mais on sait que parfois, au niveau décisionnel, entre gouvernements de différents pays, il y a un blocage. Donc, vous savez, la France ne vient qu'en appui. La France ne gagnera pas cette guerre à notre place. Donc, toujours pointer la France du doigt. Et cela nous déresponsabilise et cela dédouane nos gouvernements face à leurs responsabilités. Il est temps aujourd'hui, ce 5-6 pays, ce n'est quand même pas rien, qui n'arrivent pas à sécuriser leurs États depuis une dizaine d'années. Il y a de quoi se poser des questions. Il faut se poser des questions, mais il faut également des moyens conséquents pour relever ces défis sécuritaires. Thiambel Guimbaera. Oui, à l'affût de M. Cissé, il faut des moyens conséquents, certes, pour venir en appoint, parachever l'organigramme que ces États se sont fixés par rapport à cette lutte contre cette nébuleuse terroriste et djihado-narco-terroriste. Il faut s'incliner devant la mémoire de ceux qui sont tombés, d'autant plus que la donne est en train de changer. Ce n'est plus les hommes en armes qui sont attaqués. La grande inquiétude est aujourd'hui que ce sont les civils qui payent le prix de cette lutte contre le terrorisme. Je me rappelle encore à Bruxelles, on avait levé des fonds pour le G5 Sahel, mais la plupart de ces fonds levés, les promesses n'ont pas tenu leur route et la récolte n'était pas suffisante. Mais ceci dit, la responsabilité des États quand même reste
engagé par rapport à la mise en place des PISO et surtout par rapport à l'effectivité de cette sécurisation-là. Elle ne peut prendre le dispositif international qu'en appui et en appoint. Ça, c'est une réalité. Bon, les budgets de nos différents États aussi peuvent faire une large part, j'imagine, c'est le cas du Mali, et ça doit être le cas aussi au Burkina Faso et même au Niger, surtout dans le cadre de la coopération militaire en appoint aux moyens financiers des différents États mobilisés pour aider à sécuriser les populations, parce que rien n'est trop pour sécuriser son espace, et rien n'est de trop aussi pour sécuriser ses populations. Mais Siaka Koulibaly, on observe que le mode opératoire de ces brigands est le même. On parle de personnes qui arrivent à moto, qui attaquent la nuit tombée jusqu'à l'aube des paisibles villageois. Et là, on a des victimes qui, selon de nombreuses sources, étaient des déplacés internes. Oui, bonjour Aziz. En ce qui concerne les attaques terroristes sur le territoire du Burkina Faso, on peut effectivement établir qu'il y a un regain de ces attaques en comparaison donc de la fin d'année 2020, de novembre jusqu'à février par là, où on avait quand même noté une certaine accalmie. Et depuis à peu près 6 mois, on a une reprise progressive de ces attaques. Non seulement les attaques sont nombreuses, mais elles présentent la particularité maintenant d'abord d'être plus orientées vers les civils et surtout aussi elles ont pris la dimension du prosélytisme, à savoir que des groupes entiers de terroristes viennent dans des villages, rassemblent les populations en assemblées villageoises et les tiennent un discours autour donc de la charia et de leurs revendications politiques, à savoir le départ de l'État moderne, le départ donc des troupes étrangères du sol burkinabé et l'application intégrale de la charia dans ces villages-là. À quoi peut-on rattacher ces regains donc, des attaques terroristes? On peut penser que le Mali est en train d'entrer dans un cycle de changement des partenaires stratégiques avec l'arrivée de la Russie sur ce territoire. Et comme on connaît la relative efficacité donc, des Russes en matière donc, de lutte contre le terrorisme, on peut penser que bientôt le territoire malien sera d'une certaine manière sécurisé et que les terroristes doivent trouver un autre terrain de jeu. Et le Burkina Faso s'étant présenté comme quelque peu le maillon faible donc, du G5 Sahel, il se peut fort bien que, à cause des mêmes conditions climatiques que le Mali, le Burkina Faso connaisse donc la délocalisation des groupes terroristes à cet endroit-là. Il y a aussi l'objectif donc des pays côtiers, en particulier la Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs hier a subi une attaque dans la frontière avec le Burkina Faso, qui peut être une cible privilégiée de ces terroristes-là. Donc on peut considérer que c'est essentiellement la dimension sous-régionale et les changements qui sont annoncés qui expliquent en partie le regain donc, des attaques terroristes sur le territoire burkinabé. Une autre raison possible de la reprise des attaques, c'est que le Burkina Faso a essayé de mettre en place des groupes de défense issus donc des civils, qu'on appelle ici les volontaires pour la défense de la patrie, qui sont opérationnels depuis à peu près 18 mois à 2 ans, qui sont donc aujourd'hui la cible privilégiée des terroristes qui non seulement s'en prennent à ces VDP, comme on les appelle ici, mais s'en prennent également au village d'origine de ces VDP-là. On a déjà assisté ces 2 derniers mois à des violentes attaques et des tueries importantes dans des villages totalement où il n'y avait pas de forces de défense et de sécurité, à l'est du Burkina et maintenant dans le Grand Nord.
on peut se dire que ces VDP ayant été conçus comme une stratégie additionnelle de la lutte antiterroriste peut se révéler un piège mortel pour le Burkina Faso, parce que maintenant, par leur truchement, les terroristes attaquent non seulement ces VDP qui sont déjà des civils, mais aussi leurs familles et les lieux d'activité donc des familles de ces VDP-là. Siambel Guimbaera, est-il possible de se coaliser plus efficacement en ce qui concerne les pays du Sahel pour arriver à pas neutraliser complètement, mais à contenir ces assauts terroristes qui sont de plus en plus inquiétants, parce que depuis quelques semaines, la Côte d'Ivoire a été frappée pour la troisième fois quasiment. Je crois que c'est une question cyclique. C'est une question cyclique, d'autant plus qu'aujourd'hui, particulièrement, nous avions une menace qui s'étend au-delà des frontières du Sahel. On l'avait délimité au sein du G5 au début. Le Mali, par exemple, se trouve dans cette crise depuis 2012. 2015, la crise a atteint son sommet le plus élevé, avec cette contagion des trois pays Niger, dont les pays de Diptako Gourmand font aujourd'hui l'effet avec la délocalisation dans cette zone. Il faut savoir que le nœud du problème malien est parti de Kidal. Et malgré les appels insultants du président du Niger et même la volonté du peuple malien de venir à bout de cela avec le péché originel qui a été commis par la libération de cette ville-là, nous subissons les revers. On avait eu quelques escarmouches vers les pays côtiers. Maintenant, le danger devient permanent dans ces pays côtiers, d'autant plus que les attaques sont répétitives, à tel point qu'on craint une jonction entre d'une part Boko Haram au Niger, Nigeria jusqu'à l'Afrique centrale et avec la nébuleuse qui sévit au niveau du Sahel. Si cette digue du Mali, la digue devait rompre et que au-delà des 5 pays du G5 Sahel, on va vers les pays côtiers, ça devient dangereux. Le Nigeria a déjà subi Boko Haram avec le Cameroun, le Tchad jusqu'au Niger, et si une fois la jonction est faite à ce niveau-là, donc là, on aurait dit que l'aide de la communauté internationale n'aurait pas servi. Est-ce qu'il n'est pas intéressant pour les pays africains de revoir l'organigramme dans la prévention, de travailler à coordonner les initiatives militaires mais civiles aussi de défense et de mobilisation de moyens en amont pour empêcher que cela n'arrive et que tous ces États-là se mettent ensemble pour contrer le terrorisme. Au lieu que chacun dans sa zone essaie de lutter d'une façon ou d'une autre, plus ou moins inefficace, pour pouvoir arrêter la confrontation ou arrêter le terrorisme qui est en train aussi de se servir maintenant des aspects locaux, de recruter sur place, de se donner les moyens de mobiliser les finances, de percevoir des impôts locaux pour pouvoir financer le terrorisme ou ces attaques qui ont lieu dans ces différents pays. Mais il y a des anciens chefs terroristes qui ont été mis à contribution, qui ont été responsabilisés. On dira peut-être que ce sont des responsables de factions, mais ne sont-ils pas des relais fiables pour s'adresser à leurs communautés respectives ou bien ces rébellions sont aussi des formes de fonds de commerce? Non, nous avons eu dans quelques rares pays quand même une discussion. Au Niger, on a atteint le sommet le plus élevé où un rebelle est arrivé à la primature. Ça a calmé le cas du Niger, mais ça n'a pas empêché des attaques terroristes sur le sol nigérien. Au Mali également, l'accord de paix a été signé longtemps, on est allé vers un règlement. Par contre, en Mauritanie, avec des simples accords, on arrive quand même à maintenir cela. La Mauritanie n'a jusque-là pas connu d'attaques significatives à ce niveau-là. Quel est le secret de la Mauritanie, avec l'Algérie également qui est concernée par cette zone-là, et même le Tchad qui a pu repousser les attaques de façon militaire. En tout cas, on avait dit aussi en son temps, les observateurs nous ont alertés pour dire que la question
ne peut pas être résolu concrètement par la lutte militaire. Il va falloir un jour ou un autre se retrouver autour d'une table. C'est le cas des pourparlers au Mali, les résolutions du dialogue national inclusif. Monsieur le membre du CNT me le confirmera. Donc la résolution de ce dialogue-là allait à négocier, extirper les jeunes Maliens qui sont entre leurs griffes, parce qu'on ne peut pas tuer tout le monde, on ne peut pas tuer ces jeunes-là. Ça, c'est insulter un peu l'avenir. C'est quand même combattre les plus irréductibles et ensuite sensibiliser, mobiliser et déradicaliser ceux qui ont été embrigadés, qui ont été amenés dans cette voie-là sans en être convaincus par absence de l'État, par responsabilité des uns et des autres. Bouye Cissé, au niveau de l'organe de transition, est-ce qu'il y a un dispositif qui permet, sur le plan militaire, d'apporter une réponse efficace, au moins pour prévenir les mouvements rebelles au niveau des frontières avec les autres pays frappés par le terrorisme menacé? Oui, naturellement, Djambel vient de rappeler quelques éléments qui me paraissent très très importants, notamment la partie prévention et dialogue. Vous savez, cette zone des trois frontières, on arrive à recruter parce que c'est une zone où il y a énormément et quotidiennement, enfin, chaque année, on a des périodes de forte chaleur, donc de sécheresse, manque d'activité pour les paysans, le pâturage meurt. Donc tous ces jeunes-là qui sont généralement dans les champs ou derrière les troupeaux deviennent des proies faciles pour les pseudo-djihadistes dans cette zone. Donc je pense qu'aujourd'hui, le dialogue, la prévention, déradicaliser ces jeunes-là est une nécessité. Vous savez, ça fait une dizaine d'années que les armes crépitent. Mais pour quel résultat? Donc je pense qu'il y a le temps de la guerre et il y a le temps du dialogue. Il est temps aujourd'hui de s'asseoir entre Maliens, entre Sahéliens et discuter. Ces gens-là sont là. Ce sont des nationaux. Ce ne sont pas des renégats, ils ne viennent pas d'ailleurs. Ce sont les fils et les filles du Sahel. Donc tous les États du Sahel devraient engager un dialogue, une prévention. Et aussi, je voudrais revenir un peu en arrière avant de répondre à votre question. Il y a aussi la gestion de nos États, les ressources mobilisées, en tout cas les budgets votés pour soutenir nos différentes armées. Je parle sous le contrôle de Djambel Imahera. Le Mali avait voté une loi de programmation de plus de 1200 milliards qui a été volatilisée. Il y a eu un coup d'État où, jusqu'à présent, personne n'a été inquiété. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les autorités de transition dont je fais partie devraient poser ce dossier-là devant les tribunaux. Qui a permis de volatiliser cet argent-là? Comment cet argent-là a été utilisé? Pourquoi, avec 1200 milliards, nous ne sommes toujours pas parvenus, pour le cas du Mali, à monter en puissance? Les autorités de transition, pour répondre à votre question, viennent d'arriver. Enfin, ça fait 8 mois. Et vous avez vu qu'il y a un nouveau gouvernement qui va être mis incessamment sous peu par Assimi Goïta, sur proposition de Choguel Maïga, le nouveau Premier ministre, qui sera proposé au président Assimi Goïta, le président de la transition. Donc je pense que oui, il y a des choses il y a une trajectoire qu'il faut réadapter aux réalités du moment. Mais nos États, notamment le Mali, on a toujours fait manque d'anticipation. On n'a pas su s'adapter aux réalités du terrain. Vous l'avez dit dans vos questions. Ces jeunes-là, ces djihadistes, ces narcotrafiquants sont en moto. Et nous allons en zone désertique avec des pick-up. Vous voyez, la mobilité n'est pas la même. Il faut peut-être réadapter nos réalités, nos besoins aux réalités du terrain. Comme disent les militaires, c'est le terrain qui commande. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours allés pourchasser avec des drones, avec des hélicoptères, des pick-up ou des BRDM. Pour quelle efficacité? Donc oui, les organes de transition au Mali doivent, je me déresponsabilise pas, mais aujourd'hui, nous devons d'abord juger ceux qui étaient là antérieurement. Il faut situer les responsabilités des uns et des autres parce que c'est un problème de gestion. Nos États ne sont pas pauvres, nos États sont mal gérés. Et tant qu'il y aura de la mauvaise gestion financière, vous imaginez 1200 milliards pour un pays dit pauvre, et ces milliards-là sont volatilisés. On ne sait même pas à quoi ça a servi. J'ai entendu qu'on a acheté des chaussettes à 30 000 francs CFA, des chaussettes militaires. Ça, c'est des exemples que je vous donne en termes de surfacturation. Et jusqu'à présent, personne n'est inquiété. IBK, ENCO,
il y a eu le coup d'État, j'ai l'impression que le coup d'État même est venu les sauver. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans leur mais pour l'instant, bon, c'est un autre débat. Vous évoquez justement... C'est un autre débat parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de procès. Justement, on ne va pas faire le procès d'IBK et compagnie. Non, mais juste souligner quand même qu'il y a aussi, je crois, une stratégie qui ne va pas être dévoilée, mais qui est certainement mise en place par la... oui, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous sommes sur un plateau télé, sur une chaîne vraiment écoutée, il y a des éléments d'ordre sécuritaire que je ne pourrais pas dévoiler, naturellement. Depuis septembre 2020, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et généralement ce genre de résultats ne sont pas palpables tout de suite. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, avec un Hachimé Goïta, homme de terrain, qui connaît vraiment, puisqu'il a été justement dans cette zone-là en tant que combattant, il connaît les réalités de l'armée malienne, nous allons naturellement dans les mois à venir monter en puissance et enfin, je l'espère de tout cœur, bouter en dehors de tout le Sahel, toute cette nébuleuse qui souvent sont plus des narcotrafiquants plutôt que des djihadistes, parce qu'il y a des djihadistes qui brûlent des mosquées, des djihadistes qui se mutilent eux-mêmes. Vous avez vu le djihadiste côté Nigeria qui s'est suicidé. L'islam condamne le suicide. Donc, comme vous voyez un petit peu, ce ne sont pas des djihadistes à mon sens, ce ne sont pas des musulmans à mon sens, ce sont des narcotrafiquants qui jouent aussi de l'extrême pauvreté d'une certaine jeunesse du Sahel pour recruter. Vous avez des gens qui sont dans la zone des 3 frontières. Moi, je suis originaire de Kita. Nous savons très bien que des jeunes de Kita, qui sont à plus de 1000 km, sont enrôlés et qui se retrouvent aujourd'hui comme combattants dans la zone des 3 frontières. Vous voyez, ça va au-delà. Ce ne sont pas forcément que des locaux qui sont embrigadés. Vous avez aussi, sur ce terrain-là, un système clanique qui est là depuis des années. Vous avez... donc, tous ces éléments mis bout en bout, ça devient un terreau fertile pour la propagation de ce qu'ils appellent le djihadisme. Siaka Koulibaly, c'est vrai que le Burkina Faso est fortement frappé, mais les autres pays ne sont pas épargnés. Tiambel Gimbaera, il y a au niveau du G5 Sahel un certain nombre de décisions qui ont été prises. Et cette force opérationnelle tarde toujours à se mettre en place. Oui, je le rappelais fort heureusement d'ailleurs que la mobilisation financière du sommet de Bruxelles n'a pas donné le résultat escompté. Les engagements n'ont pas été tenus par les pays, mais au-delà de ces engagements-là, les pays membres du G5 Sahel avaient aussi pris des engagements. Chaque pays avait décidé de voter à partir de son budget national une certaine somme, 10 milliards pour sa contribution en guise de contribution, mais aussi il y avait certains pays qui étaient aussi sollicités, tels que le cas du Tchad, qui devait, après le sommet de Pau, envoyer plus de 1200 militaires à la frontière des 3 pays pour appuyer les différents pays. Je crois que le Tchad s'est exécuté après Pau et la mutation des opérations Takuba pour l'appui de la communauté internationale, en plus de la formation au niveau de l'EUTM des différents pays et surtout du Mali, est venue en appoint. Mais là où le bas blesse, c'est que militairement, chaque fuseau horaire n'était pas possible d'être mis en place et les droits de poursuite également vice-versa de part d'autres de la frontière. Le fuseau Est, le fuseau Ouest et le fuseau Nord, les 3 frontières des pays concernés, des 5 pays membres du G5 Sahel, ça se concentre au niveau de la frontière entre le Mali, la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ça fait du Mali un pays central, un axe assez fort. Si dans cet effort-là, quelles que soient les difficultés politiques, la France venait à rompre sa coopération militaire et que l'effectivité de ces pays, de ces fuseaux horaires n'étant pas respectés à une moindre mesure, parce que le cas de la Mauritanie quand même arrive à tenir
Je ne sais pas par quel miracle la Mauritanie et la frontière mauritanienne peut tenir rarement, tient rarement. Les poursuites sont très rares, sauf dans les zones de la forêt du Ouagadougou où c'est signalé. La concentration amène à déplacer le problème vers la frontière du Liptako-Gourma qui est devenue une préoccupation majeure. Et c'est à partir de cette frontière du Liptako-Gourma que les pays côtiers sont atteints et que ça fait une percée vers la Côte d'Ivoire, vers le Bénin aujourd'hui. Et je le disais tantôt, il y a aussi la menace de Boko Haram de l'autre côté qui remonte du Niger, du Nigeria et jusqu'au Bénin aussi, voire même le Cameroun. Donc, mis bout à bout, le fait que ça ne marche pas au niveau des instincts, que l'opération n'est pas effective pour les différents FISO, et surtout qu'un FISO ne tient pas très bien, et encore de l'autre côté, des pays qui font face à Boko Haram, qui n'est pas une organisation, une interdépendance, le Tchad qui vient en renfort en tout cas, qui n'est pas une organisation consciente pour bloquer ensemble cette montée-là, fait que les terroristes arrivent encore à se frayer des chemins et à lutter et même à déplacer, parce que l'inquiétude est l'attaque des civils. Et ça, c'est une situation qui va enraciner encore la violence dans nos pays du Sahel, le fait que les civils soient attaqués. On se retrouve avec, en l'espace de quelques jours, donc le sud-ouest du Nigeria qui a été frappé, la Côte d'Ivoire à la frontière avec le Mali touchée, il y a au Burkina Faso, dans la région du Sahel, plus de 160 morts et des dizaines de blessés. Les enfants et les femmes n'ont pas été épargnés. On a le sentiment qu'on se retrouve aussi face à des vendettas. On a peut-être des criminels qui opèrent pour voler du bétail, etc. Mais il y a peut-être aussi des vendettas. Il y a une part de responsabilité qu'il faut citer. Il y a les terroristes narcotrafiquants, comme le disait M. Bouye Sissé de CNT, pur et dur. C'est-à-dire que ceux qui sont venus d'ailleurs, qui n'ont d'autres projets de société, d'autres programmes politiques que venir ameuter les populations, que venir s'asservir des richesses, que venir mettre sous le joug de la violence les populations et de les embrigader. Il y a cette internationalisation du terrorisme, le JNIM qui se réclame d'Al-Qaïda Maghreb avec son parent, son pendant aussi qui est dans cette même zone-là, Al-Qaïda Maghreb islamique. Donc il y a même l'antagonisme entre ces deux forces-là. À cela, il faut ajouter des groupes ou des groupuscules qui ont été formés sur place, tels que la Katiba du Massina de notre compatriote, avec Iyad Agali, son action à portée régionale également. Donc à ceci, il y a des difficultés entre la cohabitation entre les différentes populations des régions et le banditisme vient de se mêler. Donc c'est un problème à plusieurs textes. Il va y falloir que les États s'investissent pour dialoguer avec les enfants qui sont là, les extirper, pouvoir les occuper pour combattre les bandits armés, les arrêter, les juger et pour négocier avec ceux des nôtres qui ont pris cette voie-là, qui n'est pas la bonne voie, et maintenant éliminer complètement ceux qui sont venus d'ailleurs, qui n'ont rien à chercher ici, qui sont là que pour ameuter les populations, pour venir les coloniser au nom d'un islam. Et le Mali n'a pas de leçon d'islam à recevoir de qui que ce soit depuis le XIIe siècle. C'est un pays qui a embrassé l'islam depuis l'Empire du Ouagadougou. Donc il y a cette difficulté qui se mêle et aussi à la difficulté politique et à la pression de la communauté internationale qui vient s'ajouter, qui ne résout pas le problème. Donc, en résumé, il va falloir revoir l'engagement de cette communauté internationale, qu'elle aide les pays par leurs moyens, par leurs propres moyens, par leurs propres choix. Il faut remobiliser les communautés pour donner plus de sens au dialogue et il faut en même temps combattre, arrêter les bandits, les emprisonner, combattre ceux qui ne veulent rien entendre parler d'autre chose que cela. Les différences des communautés entre Peul et Dogon, par exemple, ne s'est jamais posée dans la vallée, dans cette vallée du Massina. Il y a une cohabitation séculaire entre ces populations-là. On ne peut pas comprendre que ces populations puissent se combattre aujourd'hui au nom de quel antagonisme ou de quel idéal. C'est difficile à vendre. De la même chose de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso, c'est dans ces pays du Sahel vaste aussi comme cette zone-là, on ne peut pas l'expliquer également qu'il y ait une telle confrontation. Mais il reste entendu qu'il y a une situation qui favorise cela. Il y a une situation insécuritaire qui favorise cela et donc c'est à quoi il faut s'atteler des deux côtés.
Siaka Coulibaly, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement de Ouagadougou dans l'immédiat pour essayer de contenir de façon durable ces assauts répétés? Jusqu'à présent, apparemment, la prévention semble ne pas marcher beaucoup. Mais de toute façon, similaire au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les dispositifs de défense et de sécurité n'arrivent pas du tout à prévenir les attaques. Cela dénote donc d'un renseignement défectueux dans ces pays, si bien que pour l'instant, les forces armées sont dans la posture défensive et réagissent toujours après les attaques et avec des ratissages et des déploiements de troupes, ce qui ne suffit pas à endiguer l'offensive terroriste pour la simple raison que une fois que les terroristes ont agi dans une zone donnée, ils se déplacent dans une autre zone où l'armée n'y est pas précisément et perpétuent leurs attaques. Et c'est ces jeux du chat et de la souris auxquels s'adonnent les forces armées depuis le début avec les groupes terroristes, qui fait qu'il est quasiment impossible à l'étape actuelle, en l'absence d'une intervention d'une puissance extérieure, de pouvoir juguler totalement l'action et l'activité des groupes terroristes dans le Sahel. Il y a des solutions qui sont proposées et qui sont agitées dans de nombreux pays. Pensez-vous, vous, Mbouye Cissé, que la solution serait aussi de multiplier les partenaires en ce qui concerne la coopération militaire? Naturellement, il faut toujours multiplier les partenariats, mais je le disais tantôt, seuls nos pays pourront sécuriser. Les partenaires ne viendront qu'en appui. Et ils le disent, ils le répètent depuis une dizaine d'années, dans le cas depuis 2012. Ils viennent, ce sont des forces d'appui, ce ne sont pas des forces qui viennent combattre à notre place. Et j'ai l'impression que, aussi près, aussi dans la tête des dirigeants que des populations, on attend trop de la France ou de l'ONU. L'ONU n'est pas une force combattante, ce sont des forces de maintien de la paix, une force d'appui, Takuba, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut nécessairement se donner la main entre Sahéliens et que chacun, dans son précaré, il gère sa propre sécurité. Cela n'empêche pas les missions conjointes, et je le disais aussi tantôt, depuis le G5 Sahel, je pense que ça fait au moins 5-6 ans, et il est temps d'évaluer le problème des assorts et les résultats obtenus sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, qu'en est-il? Puisque à chaque fois, nous sommes à la recherche de partenaires, alors que dans la sous-région, on a largement les moyens. Moi, je suis convaincu que tous ces États-là ont les moyens. Mais seulement, il faut mettre fin à la kleptomanie de certains dirigeants. Il faut mettre fin au vol du denier public, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, arrêtons de pointer un ennemi invisible ou de compter sur des partenaires qui le disent, à qui veut bien entendre, qu'ils ne sont pas là pour combattre, mais ils sont là pour nous soutenir et nous aider. Tchambel Dibayara l'a dit, nos États ne respectent même pas leurs engagements, alors que ce sont les premiers concernés. Que de sommets, que de forats sur cette histoire du Sahel. Mais aujourd'hui, pour quel résultat? On se voit, on discute, nous animons des conférences entre chefs d'État, et une fois qu'on sort de là-bas, un mois après, vous avez encore des centaines de morts, et ainsi de suite. Toujours les mêmes décomptes marquables, toujours le même nombre de déplacés, les écoles sont fermées. Une fois une école est fermée, comment vous voulez éduquer ces populations-là? Vous les livrez à ces djihadistes, à ces narcotrafiquants. Vous livrez ces enfants à ces djihadistes, L'école, c'est la base de tout dans un État sérieux, dans un État qui a de l'ambition, des dirigeants qui ont envie de créer une nation, ne peuvent pas se permettre et accepter les écoles fermées. Vous fermez ces écoles-là, dans ces zones-là, c'est que l'État n'existe plus. Vous livrez nos enfants
à ces narcotrafiquants. Tiambel Guimbaera, on est dans un cas de figure où tout le monde est concerné, tout le monde est justement touché par le niveau de violence que nous avons vu au Burkina Faso. Il a aussi été annoncé au Nigeria la mort d'Aboubacar Shekau, chef du groupe terroriste extrémiste Boko Haram. Est-ce qu'on devrait considérer cette annonce comme quelque chose qui pourrait affaiblir les terroristes dans la région? Oui, on est tous concernés. On est tous concernés. Chacun joue sa partition. Nous avions d'autant plus observé ces derniers temps que nous assistons à une internationalisation de cette lutte-là par l'implication de la communauté internationale. C'est une bonne chose en soi que la communauté internationale joue son rôle, qu'elle s'implique dans cette crise, dans la lutte contre le terrorisme. On l'a connu ailleurs dans le monde que l'intervention de l'Amérique en Afghanistan, aujourd'hui arrivée à terme malgré les talibans continuent toujours à piller ce pays-là et à se battre là-bas. Si nous revenons dans notre zone et en ce qui nous concerne, la mort d'Aboubacar Shekau a été annoncée par suicide et d'autres chefs aussi au Maghreb et au Sahel sont éliminés physiquement. Mais les organisations demeurent. Le problème demeure entier parce que à la mort de chaque chef, c'est un sous-chef qui prend la responsabilité et qui reprend les commandes de la violence et qui amène sa signature par des attaques meurtrières. Hélas, encore c'est le cas au Burkina Faso avec la multitude des groupuscules, des groupes qui sévissent dans ces zones-là, et puis l'enracinement du danger et les moyens de continuer la lutte, parce qu'au Burkina Faso, on voit également qu'il y a une lutte pour contrôler maintenant les mines d'or de ce pays-là, en plus des rançons qu'on fait des populations sur les denrées de première nécessité. Et M. Cissé le rappelait, fort heureusement, on a fermé les écoles, l'administration n'est plus là. L'État dégage de ces zones-là et laisse les populations entre les mains de ces groupuscules, de ces groupes, de ces bandits-là armés, et face à une population qui n'est pas organisée, qui est abandonnée complètement. Donc cela pose une question d'organisation, de revue d'ensemble et bien sûr de faire le point de la gestion du G5 Sahel. Ce n'est pas secret pour personne. Chaque État doit tirer ses responsabilités, se corriger également et progresser. Et aussi une lutte collective face à la situation, de faire le point. L'engagement premier est celui des États. Le second engagement est celui de la coopération entre États et le troisième est le rôle de la communauté internationale pour aider ces différents États-là à lutter efficacement. L'échec de nos États aujourd'hui, aussi l'échec de la communauté internationale, parce que l'appui ou les conseils n'ont pas été peut-être orientés, on n'a pas assez écouté les populations, on n'a pas assez entendu les cris de cœur, on n'a pas assez mis l'accent là où on devrait le mettre pour minimiser les conséquences, les effets néfastes, la fermeture des écoles, l'abandon des administrés et les difficultés. Et surtout, ce qui est irrécupérable, c'est la mort des soldats au front. Les soldats encore s'engagent pour la lutte, mais on n'aimerait pas perdre des soldats dans une telle lutte asymétrique, mais aussi, surtout, qu'on n'aimerait pas perdre des civils parce que les civils ne sont pas appelés à être victimes de ces violences-là. Et malheureusement, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Nombreux civils tués, de nombreuses personnes déplacées, des enfants victimes, des blessés par dizaines. C'est une situation qui vient créer d'autres problèmes à l'intérieur des pays, mais également aux frontières. Nous avons finalement une situation qui pourrait conduire à une véritable hécatombe, Mbouye Cissé. Oui, malheureusement, nous sommes déjà dans l'hécatombe. Vous savez, une dizaine d'années de guerre, ça fait des victimes et des victimes collatérales. Vous parlez de la fermeture des écoles, je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, le problème ne sera que ce qui est à l'intérieur. On a commencé d'abord à Kidal en 2012. Aujourd'hui, c'est tout le centre du Mali qui occupe la région de Caille, qui a plus de 1900 km. Vous retrouvez dans la zone de Caille, vous retrouvez avec des attaques sporadiques. Donc vous voyez, le problème se déplace. Donc il est vraiment temps que nos États se responsabilisent d'abord dans leur propre
terre à l'intérieur. Sinon, ce terreau fertile-là, ce terreau favorable se dépassera. Ce terreau fertile, et là, rien que pour ça, nos États ne sont plus gérés. Je suis membre aujourd'hui des autorités de transition, je suis navré de le dire, et je pense que Thiambel abordera dans mon sens à cet effet. Un État a un sens, le mot-nation a un sens, une république encore plus. Vous abandonnez vos écoles, vous abandonnez vos centres de santé de référence. Vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'interconnexion entre les différentes populations. Vous abandonnez votre territoire au tout venant, et c'est ce qui est arrivé. D'abord, ce sont des étrangers qui sont arrivés avec ces idées-là. En tout cas, pour le cas du Mali, vous avez un brassage dans toutes les régions du Mali. Vous avez des peuples dans toutes les régions du Mali. Vous avez des Malinqués dans toutes les régions du Mali. Ce n'est plus une région qui est figée. Vous avez des morts et des tamasheks. C'est une population, d'ailleurs, qui se déplace énormément. Donc, du jour au lendemain, on a ces populations-là, dans certaines zones, dans certaines régions, qui prennent la machette, qui prennent les armes, les uns contre les autres. Donc c'est forcément, il y a une main invisible, il y a des étrangers qui sont arrivés avec des idées arriérées. Nous, l'islam que nous connaissons, en tout cas dans le système malikite à la malienne, c'est un islam de tolérance, zéro violence. Je le disais tantôt, des gens qui brûlent des écoles, même et qui se prévoient d'être musulmans ou plus musulmans que les autres, qui coupent même les oreilles. En islam, quand on vole, on coupe la main, mais on ne coupe pas une oreille, ou qu'on coupe un pied. On a eu tout ça au Mali. Donc aujourd'hui, moi, j'en appelle à la responsabilisation de nos gouvernants. Il est temps que nos dirigeants s'assument. La communauté internationale, je ne préfère pas trop en parler parce que, je le disais, on dédouane nos dirigeants. On dédouane la kleptomanie de nos dirigeants. Nous avons des véritables voleurs à la tête de certains États, certains dirigeants. Il n'y a qu'à voir la passation de certains marchés sur l'armement militaire. Il suffit juste d'évaluer le matériel commandé et le matériel reçu au Mali. Et vous verrez, et vous comprendrez les aspirations des forces armées, vous comprendrez pourquoi beaucoup de militaires n'ont plus envie d'aller au front. Parce qu'en allant au front, avec de telles armes, ils se livrent à la boucherie. Et Siaka Koulibaly, on peut en déduire que les organisations terroristes opèrent dans la région dans une forme de cohésion. En ce qui concerne la paternité des dernières attaques violentes qui ont eu lieu, on n'a pas encore de revendication de la part des groupes terroristes pour essayer de localiser la responsabilité de ces attaques-là. Mais on fait des recoupements en se disant que ça s'est déroulé dans la zone d'influence de l'État islamique au Grand Sahel, qui est juché dans la frontière entre les trois pays, Mali, Niger, Burkina Faso. Donc qui est aussi un mode opératoire qui comporte beaucoup de violence, sans distinction. Donc à partir de ces éléments, on pense que c'est l'État islamique au Grand Sahel qui serait derrière ces dernières attaques-là, en particulier celle de Solhan dans le Sahel. Cependant, il serait prudent d'attendre les revendications éventuelles pour tenter de donner une responsabilité réelle à ces attaques. Thiambel Guimbaïra, nous avons une situation, on l'a dit, qui est très grave. Que devrons-nous attendre justement de l'Organisation des Nations Unies? C'est vrai qu'il a des forces présentes dans la région, mais on le rappelle, qui n'a pas un mandat lui permettant de déployer des troupes pour combattre. Vers qui faut-il se retourner finalement? Oui, vers qui faut-il se retourner? C'est là la grande question, mais on ne peut compter que sur nos propres forces et sur notre propre ingéniosité, notre capacité à se rébeller, notre capacité de résister, notre capacité de contrer, notre force de dialogue pour dissuader nos enfants de prendre ce chemin-là, notre force de frappe pour pouvoir aller combattre ceux qui nous veulent qui s'aiment que la mort de nos militaires, de nos épouses maintenant et de nos enfants. La communauté internationale, M. Cissé l'a rappelé tantôt,
est dans son rôle d'accompagner. Elle ne va pas combattre à notre place, elle ne vient pas mourir, même si cela advienne sur nos terres. Elle est tenue à ses limites, elle est tenue à un engagement. On parle de mandat robuste, mandat à revoir. Bon, de constat, partout où elle intervient, elle est encore là en maintien de paix depuis 15-20 ans. Le cas du Congo est là pour nous le rappeler et d'autres pays aussi s'en suivent aujourd'hui. Nous ne voudrons pas au Sahel que cette situation perdure et que cela s'éternise, qu'on soit dans un perpétuel recommencement de maintien de la paix. Faudrait-il que la paix s'impose par le dialogue, par les armes, on a essayé, par le dialogue et par notre capacité de dissuader nos enfants de choisir ce voie-là, par le retour de l'administration aussi de l'État. Et là, M. Cissé est dans son rôle d'interpeller les différents responsables, les différents ministres en charge pour s'expliquer pourquoi le ministre de l'Éducation, l'école est fermée au centre du pays, l'école est fermée à Djandjoumbe dans le Karta. Pourquoi l'école est fermée même à 395 km de Bamako? Ce n'est pas normal, ce n'est pas du tout acceptable. C'est la même chose. Je crois que ensemble, nous réussirons à faire prendre conscience nos États, nos responsables, nos dirigeants, nos armées respectives, ensuite à les amener à coopérer ensemble pour lutter contre, enfin à amener la communauté internationale à nous aider dans la voie que nous souhaitons. Et non de faire de nos États des lieux de confrontation d'idéologie entre l'Est et l'Ouest, entre l'islam et le christianisme, entre la Russie et je ne sais quel, au moment où la France, au moment où, pendant le mouvement des non-alignés, nos États ont choisi de ne pas s'aligner derrière une puissance. Si on n'a pas vécu la connexion ou le combat entre les différents fronts en ce moment-là, je crois que ce n'est pas maintenant qu'on le fera, puisqu'on n'aura pas hérité de cela pour nos États et surtout pour nos dirigeants. Les actions militaires sont souvent engagées pour prévenir, mais elles ont des limites qu'on a vues. Est-ce qu'il ne faudrait pas adopter une autre démarche, dérouler une autre approche qui puisse aider aussi à faire en sorte que ces attaques terroristes soient contenues? Je pense qu'avant d'engager les forces sur le terrain, c'est bien d'engager les forces sur le terrain, mais il faut peut-être de la prévention antérieurement. Vous savez, quand les forces militaires arrivent sur le terrain, c'est qu'il est déjà quasiment trop tard. Et là, on se retrouve avec un bain de sang. Personne ne le souhaite. Je le dis, même ces djihadistes-là, ces narcotrafiquants, sont des fils du pays. La prévention avant tout. La prévention, aller auprès des populations, expliquer, éduquer la population. Éduquer la population, c'est un manque d'éducation. On le disait, on ne peut pas passer, pour le cas du Mali en tout cas, d'un islam malikite, paisible, à une radicalisation totale. Et aujourd'hui, la radicalisation, elle n'est plus qu'au nord et au centre. Elle se déplace à l'intérieur, sur l'ensemble de tout le territoire malien. Donc il va falloir à un moment donné que l'école malienne s'assume pleinement, que les parents aussi, parce que l'école d'ailleurs, l'école instruit mais n'éduque pas. Je trouve le terme éducation, mais tant que ils se responsabilisent, les citoyens maliens fassent preuve aussi de jouer pleinement leur rôle, la veille citoyenne. Si les dirigeants se permettent certains écarts, c'est parce que justement, il n'y a plus cette société civile forte. Il n'y a plus cette veille citoyenne qui devrait permettre d'éradiquer certaines choses. Vous savez, en Afrique, partout, on connaît l'arbre à palabre. Pourquoi cet arbre à palabre a été déraciné, si je puisse m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, on ne dialogue plus. Il y a eu le dialogue, ou quand on dialogue, comme le cas du Mali, où on avait fait un travail sur une très longue période qui est le dialogue national inclusif, autant d'IBK, il y a eu à peine 2 recommandations qui ont été appliquées sur 25. Le reste a été archivé dans les tiroirs ou peut-être même à la poubelle. S'il avait appliqué. Est-ce que ce n'est pas aussi en raison de la mauvaise foi de certains acteurs politiques? Exactement, c'est ce que je dis. Si les acteurs politiques, en tout cas les décideurs de l'époque, le gouvernement de l'époque avaient appliqué ne serait-ce que 50% des recommandations du dialogue national, aujourd'hui je pense qu'on n'aurait pas eu un double coup d'État. Le président IBK serait encore au pouvoir. J'ai l'impression qu'il y avait un laisser-aller, un laxisme et surtout une kleptomanie qui prenait le dessus surtout. Thiambel Guimbaera,
nous avons, dans le contexte du Mali et des pays de la région, un problème qui est un problème politique, parce que les décisions sont des décisions politiques à prendre. Il y a quand même très peu d'espoir de voir cette force opérationnelle au Sahel être mise en place, surtout que maintenant il y a, on le répète, ces rivalités entre puissances, pas seulement dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest, mais également en Afrique centrale. Oui, nous avons une rivalité perceptible des puissances et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça a été une monnaie courante. Je rappelais fort heureusement quand le monde était divisé entre deux blocs, chaque moment a sa peine, chaque moment a sa nouveauté. On est passé par les années des conférences et de l'avènement de la démocratie, de la lutte pour la démocratisation de nos États. Aujourd'hui, nous en sommes au terrorisme. Le monde invente chaque année des armes et l'Afrique n'est pas demeurée en reste pour son idée d'ingéniosité et d'invention pour prévenir cela. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés à une place où nous sommes enterrés de confrontation et de lutte pour cela. On veut nous transformer en une guerre par procuration. Elle ne devrait pas se mener sur le territoire africain normalement. Et ça, ceux qui doivent comprendre cela en premier, ce sont nos dirigeants et nos responsables et nos sociétés civiles qui devraient travailler à cela, à ce que nous ne fassions pas de guerre par procuration au nom de quelle idéologie ou de quelle unité. La seule guerre qui vaille en Afrique, c'est celle de la lutte contre la pauvreté, c'est celle de l'eau, d'une éducation, monsieur Bouye, si c'est le rappelé fortement, d'une bonne éducation, mais je crois que dans un tel contexte où on met des États sous tutelle, un gouvernement, quelle que soit sa crédibilité ou sa légitimité, ne peut pas travailler à mener une politique digne de ce nom, un programme de société sans tenir compte de cette tutelle-là ou de cette mobilisation de la communauté internationale. Nous sommes doublement victimes, c'est la double peine qui nous unit. S'il faut dans ces moments difficiles-là continuer la politique politicienne, parce que nous avons vu quand même les opposants 3 mois durant dans la rue alors que le pays est au bord du précipice. Est-ce que c'est le moment de faire de la politique politicienne? Je m'interroge. On en est où? La responsabilité de nos gouvernements est engagée dans le cas du Mali, mais la responsabilité également de la société civile, des partis politiques est pleinement engagée parce qu'il y a de la politique à faire et il y a de la politique à ne pas faire en période de crise. L'unité d'action, le consensus, le front commun, faire face à la préoccupation, mais je crois qu'on ne pourra pas faire économie de cela en période de crise dans tout État, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Les recettes sont connues, il faut les appliquer. Les recettes sont connues, il faut les appliquer. Vous faites bien de le mentionner, mais nous sommes, on le rappelle, face à une situation qui inquiète au-delà même des pays du G5 Sahel. Vous l'avez souligné, les terroristes ont désormais pour cible les pays de la côte. La preuve est que la Côte d'Ivoire est touchée dans... en tout cas dans un intervalle réduit, quasiment pour la 3e ou la 4e fois par ces terroristes. Est-ce qu'on a une idée, Tiambel Guimbaera, de la réponse également politique qu'ont tenté de donner à ces incursions répétées de ces derniers jours les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais également l'Union africaine, qu'on n'a pas beaucoup entendu? Oui, on n'a pas beaucoup entendu parler de la CEDEAO surtout. Au début de la crise malienne, on se rappelle quand même que la CEDEAO s'était longtemps mobilisée. Sur le plan militaire, l'aide et l'appui, la force est restée longtemps en attente.
avant qu'elle se mute pour devenir le G5 Sahel. Depuis la mutation pour que ce soit le G5 Sahel, la force en attente de la CEDEAO s'est cantonnée au plan politique. L'intervention de la CEDEAO est restée plus politique que cela. Quant à l'Union africaine, elle dispose de conseils de paix et de sécurité au même titre que celui des Nations Unies, mais l'interdépendance de l'Union africaine avec la communauté économique des États de l'Union européenne reste également une gageure et une difficulté majeure pour permettre à l'autonomisation de l'Afrique. On pouvait imaginer des forces en attente à ce niveau-là qui sont financées par des fonds africains. Le président rwandais avait émis un mécanisme de financement. L'Union africaine a tout le temps eu ce problème de financement. Qui paye commande? Si c'est l'Union européenne qui finance le maintien de la paix en Afrique, l'organisation du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine, il va falloir que donc c'est cette Union européenne qui dicte ses lois. Donc il y a toute cette interdépendance, en tout cas, qui est là. Je crois que l'organisation continentale doit aller vers une indépendance financière, une autonomie de politique pour pouvoir se prendre en charge, gérer en amont les conflits en Afrique et s'impliquer beaucoup plus et voire même militairement dans la gestion de ces conflits-là. Ça reste un défi à élever, d'autant plus qu'on ne les entend que dans la condamnation, comme le cas du Mali aujourd'hui. Et une condamnation d'ailleurs, je fais une digression à juste titre parce qu'on accepte celui du Tchad, mais on condamne les militaires du Mali et je crois que c'est une politisation encore à outrance de la gestion des affaires de l'Afrique. Et pourtant, il faut agir. Mbouye Cissé, ce sera le mot de la fin. Il faut faire en sorte que ces attaques s'arrêtent. C'est cela le plus urgent. Oui, naturellement, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. 10 ans de guerre, il est vraiment temps d'agir et sortir des condamnations de principe. Mais pour agir, il faut poser le diagnostic. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le Sahel, on n'a toujours pas posé le diagnostic. Mais pourtant, les recettes sont connues. Tiambel Gimbaïra l'a indiqué tantôt. Oui, c'est ce que je disais. Il y a des temps de forage, des temps de conférences sur la crise au Sahel. Mais toujours, on vient, quand il y a un coup d'État, on est là sur des condamnations de principe. Mais on ne condamne pas la cause, qui souvent, c'est la malgouvernance. Soyons clairs. Tout ce terreau fertile est dû à une certaine mauvaise gouvernance dans nos pays. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter de parler, d'arrêter de débattre, plutôt trouver les solutions idoines, mais surtout, comme je le dis, poser le diagnostic, analyser, et cela nous permettra de trouver les solutions. Parce que pour l'instant, nous ne faisons que mettre des rustines sur les chambres à air déjà éclatées. La chambre à air n'est même plus trouée, elle est éclatée. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est du rafistolage. Arrêtons le rafistolage. Travaillons concrètement, soyons des visionnaires, ayons une ambition pour le Mali, pour mon cas en tout cas, et pour le Sahel et l'Afrique. Tiambel le disait, on est toujours en train de prendre part à l'Union européenne ou aux États-Unis. Vous avez combien de pays en Afrique? Nous avons combien de ressources minières? Et nous n'avons même pas à se mettre d'accord pour mobiliser même 1 milliard de francs CFA pour une zone qui est en difficulté. On attend toujours de l'ONU, on attend toujours de la Banque mondiale, on attend toujours du FMI qui, à un moment donné, arrive sous des formes de dictat, nous imposer des choses qui ne nous arrangent pas, qui ne répondent pas à nos réalités. Et comme on le dit généralement au Mali, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc il est temps aujourd'hui de s'assumer. On a voulu l'indépendance depuis les années 60, mais malgré cette indépendance-là, nous sommes toujours là à lorgner sur l'Hexagone. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut faire des efforts, et vous l'avez si bien mentionné. On remercie donc Siaka Coulibaly qu'on n'a pas pu avoir jusqu'au bout en raison de problèmes de liaison téléphonique par Internet, de connexion Internet. Merci à Siaka Coulibaly, donc, qui est politologue. Il était en ligne de Ouagadougou, Burkina Faso. À Mbouye Cissé, qui est membre du Conseil national de transition, qui est l'organe national de transition au Mali. À Tiambel Gimbaïra, qui est directeur de publication de la Voix du Mali, analyste politique. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Très bonne suite de programmes sur la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.